Bonsoir. Le Togo a rendez-vous ce soir dans cette émission avec le meilleur de lui-même. Nous allons débattre de l'école. Et oui, l'école, l'âme et l'esprit de toute une nation. Et nous allons notamment parler de l'école togolaise au cœur du mémorandum signé entre le gouvernement et les acteurs de l'éducation. Notre école, en effet, est malade. Elle est malade d'elle-même, de ses acteurs et de ses usagers. Il lui faut alors un traitement de choc par des réformes audacieuses et réalistes. Et certainement que nous avons ce soir sur ce plateau les meilleurs médecins de l'école qui ont à coup sûr dans leur gibecière de bons médicaments salvateurs. Et ces médicaments de l'école, justement, ce sont d'abord le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, professeur Komlan Dodi Kokoroko. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Anita. Nous avons également la coordinatrice générale de la synergie des travailleurs du Togo CSTT, Madame Nadou Lawson Alunkoulé. Madame Lawson, bonsoir. Bonsoir, Anita. Et nous avons également le directeur national de l'enseignement catholique du Togo, le père Pierre-Marie Chanel Afognon. Mon père, bonsoir. Et nous avons également M. Kofi Kanitom. Il est le coordonnateur national de la Fédération des syndicats de l'enseignement du Togo, FESET, affilié donc à la centrale syndicale UGSL. M. Kanitom, bonsoir. Bonsoir Anita, bonsoir à tous vos téléspectateurs, téléspectatrices et bonsoir à tous les camarades enseignants de par le Togo. Voilà, merci beaucoup, merci chers invités d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes là donc pour découvrir peut-être en détail le mémorandum signé, c'était le 10 mars dernier, entre le gouvernement et les acteurs du monde éducatif. Nous allons essayer de planter le décor, on va dire. On va suivre une fois encore la signature de ce mémorandum dans ce reportage signé Ekoui Salah. Enfin, un mémorandum d'entente entre le gouvernement et les acteurs du système éducatif. Après 3 mois de discussion, le gouvernement, les 8 fédérations de syndicats d'enseignants et d'autres acteurs de l'éducation se sont entendus sur l'essentiel. L'essentiel en 6 points. Tout ce qu'il faut prendre en compte pour améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants togolais. L'un des points d'accord, c'est la prime de bonification exceptionnelle des enseignants. Elle est arrêtée à 5 milliards de francs CFA sur 5 ans. C'est toute une joie pour nous et nous le précisons bien, cette gratification, nous l'avons prise parce que c'est un temps exceptionnel et ce qui est très idéal, c'est que nous étant toujours sur le terrain de l'emploi, il y a toujours l'employeur et l'employé. Et le dialogue social qui ne va jamais s'arrêter. Il y a une grande partie qui sera affectée aux enseignants fonctionnaires. Une partie également sera allouée aux enseignants volontaires qui sont dans les écoles et une dernière partie aux enseignants confessionnels. Le gouvernement a salué l'esprit d'ouverture et de compréhension mutuelle qui a caractérisé les discussions. Fruit de cet accord. Tous, nous avons démontré une fois de plus que lorsque l'intérêt général et une cause commune l'exigent, nous pouvons faire preuve de dépassement et d'abnégation et avoir une attitude et un esprit de responsabilité. C'est le lieu pour nous, mon collègue et moi, de réitérer au chef de l'État notre sentiment de gratitude pour la constante et bienveillante attention qu'il a toujours manifestée concernant la question du redressement de notre système éducatif, pour l'intérêt particulier qu'il porte à la situation des personnels et des acteurs qui œuvrent dans ce secteur primordial de la vie nationale. Dans le secteur de l'éducation, le chantier reste toutefois vaste. Le gouvernement réitère son engagement à mettre en œuvre tous les points contenus dans ce mémorandum. Il demande autant aux partenaires sociaux. La seule signature du mémorandum d'entente ne peut pas, comme par baguette magique, occulter les difficultés qui continuent à être relevées dans le système éducatif. Je voudrais aussi rassurer que, quelles que soient les difficultés et les préoccupations qui peuvent exister, le gouvernement continuera à agir avec le sens de discernement et naturellement le respect des libertés des travailleurs, mais le souci de faire en sorte que l'ensemble des dispositifs législatifs ou réglementaires qui existent
et qui doivent permettre à la fois le bon déroulement des activités scolaires et pédagogiques et surtout la préservation du climat d'apaisement et de sérénité dans le système éducatif continuent à être des objectifs et des ambitions partagées par nous tous. Un fonds national de soutien à l'éducation est aussi prévu par le mémorandum. Des discussions plus approfondies seront menées sur le sujet afin d'examiner les meilleures conditions de sa mise en place. Voilà, donc c'était le 10 mars dernier la signature du mémorandum d'entente entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Alors, Monsieur le ministre, avant de revenir vers vous, je vais poser la question d'abord à Monsieur Kanitom, qui est le coordonnateur national de la Fédération des syndicats de l'enseignement du Togo. Alors, Monsieur Kanitom, avec, disons, cette signature, est-ce la fin de, on va dire, de la guéguerre entre enseignants et gouvernement? Merci, Anita. Je l'ai déjà annoncé dans l'élément qui est passé tout de suite, que le mémorandum d'entente est un résultat d'étape. Parce que nous étions à une séance de discussion et à un moment donné, nous avons consenti qu'il faut trouver une autre approche qui nous permette de pouvoir avancer pour résoudre le problème par rapport au conflit de travail qui existait sur le terrain. Et alors, on s'est, par consensus, dit qu'il faudrait que nous adoptions une autre méthode de recherche des solutions aux défis qui se posent. Et ça découle d'un long processus qui répond très favorablement au protocole d'accord et qui voulait qu'on mette en place un comité de suivi et d'évaluation de tout ce qui est inscrit dans le protocole d'accord et qui se réalise au fur et à mesure. Donc ce comité a fait le diagnostic de tout ce qui s'est passé et a relevé les défis qui existaient. Et la situation du moment également a été effleurée et nous avons compris qu'il fallait justement trouver une autre démarche, entamer une autre démarche, une autre procédure pour pouvoir régler ce problème. Voilà ce que ce mémorandum d'entente nous dit. J'ai encore précisé que nous sommes sur le terrain de travail où il y a l'employeur, il y a l'employé. Et qu'on ne peut pas dire qu'il ne peut pas avoir de nouveaux conflits de travail. Mais ce que j'ai salué, c'est que nous avons un cadre où nous continuons par négocier, par discuter, par échanger. Et à chaque fois que ce conflit de travail, un autre conflit de travail arriverait, ça ouvrirait encore d'autres débats, d'autres négociations. Et progressivement, nous pourrons régler tous les problèmes qui sont les nôtres sur le terrain et qui sont également des problèmes liés à l'efficacité du système éducatif. Voilà ce que nous pensons avec ce mémorandum. Ce que ça représente pour vous. Alors, Madame Larsson, alors vous, quelle lecture vous faites de ce mémorandum-là? Merci beaucoup, merci Anita, merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent en cet instant. Nous, à la STT, ce mémorandum est venu mettre une fin à une étape d'une négociation qui a duré depuis des années et à laquelle nous sommes arrivés au point où il faille calmer le jeu et surtout répondre un tant soit peu aux attentes des enseignants. Donc, de toute façon, pour nous, arriver à cette étape, c'est que faire une réclamation, on peut le faire de plusieurs manières. Et l'essentiel, c'est qu'on arrive à quelque chose. Il faut obtenir quelque chose. Si on obtient quelque chose, c'est quelque chose qu'on prend et ensuite, on continue la discussion. C'est dans ce sens que nous avons été témoins, nous faisons partie du comité de suivi et nous avons été témoins de ce mémorandum. D'ailleurs, de tout le processus qui en est arrivé là. D'accord. Alors, mon père, quelle lecture vous faites de cette signature de mémorandum d'accord d'entente? Merci beaucoup, madame. Je profite pour saluer les téléspectateurs et téléspectatrices et me réjouis de ce moment où vous nous donnez la parole autour du mémorandum d'entente. D'abord, pour moi, c'est comme témoin et signataire, c'est un acte patriotique parce que les différents acteurs de l'éducation et les autorités, notamment le gouvernement,
ont trouvé nécessaire de conjuguer les efforts pour relever des défis qui sont liés au présent et à l'avenir de la nation. Parce qu'il s'agit de nos enfants, il s'agit des jeunes, et nous ne pouvons pas jouer avec leur vie en prenant le défi lié à l'éducation comme quelque chose d'élémentaire. Nous sommes en face d'une réalité fondamentale. Et donc, pour moi, c'est un acte patriotique. Et ce n'est pas un document minime. Pour moi, il s'agit d'un engagement de la part des fédérations, de syndicats, de centrales, mais aussi des témoins que nous sommes. Et c'est l'approche aussi globale qui se trouve dans le document. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en face d'un document qui prend simplement le souci du traitement salarial des enseignants. Mais on va prendre en considération tout ce qui est lié aussi à l'environnement du travail. Et du coup, le parent d'élève, l'élève, l'enseignant, les décideurs, on dirait que chaque partie est prise en compte dans ce document. Bref, pour moi, il s'agit d'un document patriotique qui mobilise nos énergies pour que nous puissions relever des défis liés à l'éducation, au présent et au futur de la nation, parce qu'il s'agit de nos enfants. Merci beaucoup, mon père. Alors, monsieur le ministre, dites-nous, après, disons, cette journée du 10 mars, vous, en tant que ministre de l'Éducation, des enseignements primaires et secondaires, mais en tant que représentant du gouvernement, quel est votre sentiment? C'est le sentiment de solution trouvée à un problème qui n'a que trop duré? L'école est au cœur de nos priorités. Et le mémorandum d'entente entre les acteurs du secteur de l'éducation et le gouvernement est le résultat naturel du protocole d'accord signé en 2018. Et je rappelle au passage que ce protocole d'accord n'est pas une tente dressée pour le sommeil. Et le mémorandum d'entente signé avec des syndicats majoritaires, tout autant que des fédérations, fait le bilan de ce qui a été fait de 2018 à ce jour et dégage des perspectives assez heureuses pour le secteur de l'éducation. Au regard de tout ce que je viens de vous dire, le gouvernement est satisfait, tout en considérant ce mémorandum comme la clôture d'un certain nombre de divergences d'interprétation du protocole d'accord et la poursuite du dialogue qui est au cœur de la doctrine du gouvernement. D'accord. Alors, monsieur le ministre, on est poussé à vous demander avec qui le gouvernement a négocié, quand on sait que le 7 appelle à un mouvement de grève les 24 et 25. Je préfère vous parler des ambitions du gouvernement pour l'école plutôt que de m'appesantir sur le 7 qui doit se conformer à la règle de droit. Et s'agissant plus précisément des acteurs qui ont été au cœur de ce mémorandum, je vous dirais simplement que le Togo vit une démocratie majoritaire et nous sommes loin de tout consensus mou. Et les acteurs avec lesquels nous avons signé ce mémorandum sont suffisamment représentatifs pour incarner les révolutions et les évolutions de l'école togolaise. Donc ça nous va. Et l'agenda sera déroulé conformément à ce que nous nous sommes dit et à ce que nous nous sommes définis comme objectif. D'accord. Alors, M. Kanitom, le ministre a évoqué tout à l'heure justement le protocole d'accord. Alors, est-ce qu'avec ce mémorandum, c'est une rupture totale ou c'est une continuité, c'est une complémentarité? Qu'est-ce que c'est concret? Merci. Nous venons de dire que ce mémorandum est un résultat d'étape. Ça veut dire que ça vient régler un certain nombre de divergences et d'interprétations qui étaient liées à ce protocole d'accord. Et ça ouvre maintenant des perspectives pour l'avancée, surtout dans l'esprit du protocole d'accord, ce qui veut dire que le protocole d'accord existe toujours. Et nous avions même, lors des discussions, demandé que soit retenu que ce protocole d'accord n'est pas rendu caduc ou bien n'est pas remplacé par le mémorandum d'entente. Mais pour le moment, les situations étant ce qu'elles sont aujourd'hui, le mémorandum vient s'imposer pour que nous puissions marquer des pas décisifs vers l'atteinte des résultats
escompté dans le protocole d'accord. Et nous avons veillé sérieusement à cela. Nous l'avons rappelé tout au cours du processus de discussion. Et nous ne pouvons pas dire, comme vous le proposez, que ça vient l'annuler, non. Donc, le protocole d'accord est là, mais pour pouvoir réaliser tout ce qu'il y a, il faut quand même marquer une pause, un consensus et redéfinir la démarche. D'accord. Monsieur le ministre, c'est la même compréhension au niveau du gouvernement? Oui, le mémorandum est à la fois rupture, bilan et prospective. Et donc, je crois qu'il n'y a aucune ambiguïté. Rupture, mettant fin à des divergences assez cocasses et parfois assez ridicules. Donc, au moins, nous avons désormais un modus operandi pour avancer au profit de l'école togolaise. Prospective, parce que je vous ai dit, ce serait une imposture, voire une caricature de réduire le mémorandum d'entente et les travaux du comité de suivi et d'évaluation à la question de la gratification exceptionnelle. Mais nous avons les mesures réalisées au profit du secteur de l'éducation depuis 2018. Et il y en a énormément. Nous avons énuméré les défis. Nous avons accordé une place de choix. Et plus précisément la question de la gratification. Nous avons également passé en revue d'autres enjeux, notamment une trêve sociale et un fonds national de soutien à l'éducation qui sont au cœur du renouveau de l'école togolaise. D'accord. Alors, mon père, on parle d'un mémorandum à 6 points. C'est vrai que, bon, nous allons commencer l'exercice avec vous. Nous allons essayer pas de décortiquer, mais de permettre aux téléspectateurs quand même de découvrir ces différents points qui sont contenus dans ce mémorandum. Merci. Alors, je ne vais pas aller de mémoire parce qu'il y a un souci de fidélité. Hein. Et du coup, le document dispose de préambule. Et puis au point 1, rappel des actions et des mesures engagées en faveur de l'éducation et des enseignants. Et il y en a un certain nombre, on peut compter jusqu'à 7 points qui y sont. Et puis des mesures et actions visant à la réforme, à l'adaptation et à la modernisation du système éducatif. Là aussi, il y a plusieurs points qui sont contenus là. Des efforts pour promouvoir et renforcer la gestion déconcentrée, participative et inclusive du système éducatif. Et tout cela est contenu dans le premier point. Et le deuxième point, les défis et enjeux primordiaux du système éducatif. Je pense que c'est important que l'ensemble des acteurs puissent identifier les mêmes défis. Ça permet quand même, autour d'une vision, d'avancer et d'être sûr si nous sommes en train d'atteindre les objectifs. Et le troisième point, c'est la mise en place d'une gratification exceptionnelle en faveur des enseignants. Et je crois qu'on ne peut pas focaliser l'ensemble du mémorandum sur ce point unique. Le quatrième point, c'est la mise en place d'une trêve sociale sur la période 2021-2025 en vue de favoriser la préservation de l'apaisement et de la sérénité dans le secteur de l'éducation. L'éducation exige toujours une certaine paix, une certaine quiétude pour que le temps d'apprentissage et tout ce qui se fait puisse viser la qualité. Et le cinquième point, la proposition de mise en place d'un fonds national de soutien à l'éducation. Parce que tous, nous avons été unanimes à reconnaître qu'aujourd'hui, le gouvernement tout seul et les décideurs ne peuvent pas relever les défis. Il faudrait qu'il y ait un sursaut au niveau de chaque citoyen pour que la question de l'éducation devienne aussi un souci citoyen et que chacun puisse faire sa part. Et enfin, l'engagement des partis, qui est le sixième point. Et donc, chaque parti signataire s'est vraiment engagé autour de ce document. Et comme l'ont dit d'autres, qui n'annulent pas le protocole d'accord de 2018, mais qui l'enrichit et permet de préciser les éléments qui y sont. Voilà un peu
dit à ma manière. Oui, de façon pédagogique. Je ne sais pas, mais à ma manière. Merci, madame. Les 6 points, d'accord. Oui. Alors, merci beaucoup, mon père. Alors, madame Lawson, vous étiez, on va dire, vous étiez témoin, témoin justement à cette signature de mémorandum. Alors, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous retenez de ces 6 points-là? Oui, comme le père vient de le dire, il a si bien énuméré tous les 6 points. Et je dirais simplement que cela a permis de mettre à nu tout ce qu'il reste à faire dans le système éducatif pour que nous ayons un système éducatif performant qui permette aux enseignants de donner le meilleur d'eux-mêmes et aussi aux apprenants d'avoir les moyens d'être entourés des conditions de travail tout à fait adéquates qui leur permettent quand même d'étudier en toute quiétude, et aux parents d'élèves de pouvoir savoir que j'envoie mon enfant à l'école, je l'envoie dans un système qui le rendra meilleur pour moi demain. Donc c'est à peu près ce que nous avons cherché à obtenir par ce mémorandum. La plupart de ces éléments avaient déjà été énumérés dans le protocole d'accord. Le mémorandum est juste venu préciser ce qu'il y a lieu de faire X à X ou à Y à un moment donné. Donc, pour nous, c'est cela qui permet, parce que quand on parle d'amélioration des conditions de vie et de travail, en matière syndicale, pour nous, ça ne tient pas que à la rémunération. Parce que quand tu as 1 milliard, par exemple, à la fin du mois, tu vas à l'école, tu n'as pas de classe dans laquelle rester. Les enfants sont devant toi, ils ont faim et ils ne t'écoutent pas, et tu dois donner le meilleur de toi-même en ces conditions. Faire sortir des leaders de demain. Des leaders de demain, ce n'est pas aiser ton milliard tout de suite, ça te passe sous le nez. Donc c'est dans cette condition que nous avons toujours adopté ce système de voir en globalité qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'enseignant, au finish, se sente bien, l'élève aussi et le parent d'élève se sentent à l'abri. Et surtout pour que demain, nous ayons des leaders, de vrais leaders qui sortent de nos écoles. Voilà. Oui, M. Kanitom. Oui, allez-y, M. Kanitom. Ce serait pour vous dire que vous-même, ici, vous comprenez l'esprit dans lequel ce mémorandum a été élaboré. Et il est bien sûr que certains de nos camarades contestent ce mémorandum et nous accusent d'ailleurs d'avoir signé cela. Je voudrais d'abord que vous appréciez la qualité des présences qui étaient là pour rédiger ce mémorandum. Même moi, enseignant, je me dis que j'étais des fois stupéfait de voir principalement le père Afognon se démener, se démarquer de l'employeur qu'il est pour prendre la place de l'employé et utiliser des stratégies, en fait aujourd'hui je le lui dis, utiliser des stratégies pour pouvoir amener l'employeur à avoir une certaine compassion et à se dépasser pour pouvoir trouver les solutions. Nous avons la camarade Nadou qui est ici précisément, qui est une référence pour nous parce que les postes qu'elle a eu à jouer nous a permis de comprendre toute la situation qui permettait à ce que nous arrivions à cet élément. Il est vrai que des gens peuvent contester parce que la joie que nous avons eu à participer, comme ils n'ont pas eu à participer, ils peuvent contester. Mais les résultats que nous avons obtenus sont des résultats qui émanent d'une qualité supérieure que personne ne peut aller contre cette qualité. Est-ce que vous voyez? Et en réalité, les personnes qui étaient là, tout ce qu'ils ont concocté pour que ça devienne un mémorandum d'entente, je mets au défi qui peut venir aujourd'hui nous trouver quelque chose de meilleur. Merci mon père parce que vous avez fait beaucoup pour nous. Merci madame Lawson parce que vous avez amené beaucoup de précisions. Et là, nous sommes fiers d'avoir fait un travail qui doit aujourd'hui aider les enseignants à avancer. Merci beaucoup. Alors, monsieur le ministre, des félicitations. Vous imaginez toute la joie, le bonheur du gouvernement d'avoir des femmes et des hommes de qualité au service du secteur de l'éducation. Et je crois que, tel qu'ils l'ont dit magistralement, c'est un mémorandum avant-gardiste pour le secteur de l'éducation, parce que, au-delà de la gratification, voilà un gouvernement décidé à reconstruire les salles de classe et pas du neuf, puisque tel est l'esprit et la lettre de la feuille de route du gouvernement. Voilà un gouvernement décidé à accroître la qualité du système éducatif par un recrutement de qualité des enseignants et par la réforme des structures de formation des enseignants. Alors, je crois qu'en prenant en compte tous ces
éléments, toutes ces actions, on peut être fier de ce saut qualitatif que constitue le mémorandum d'entente. Et je voudrais ici rassurer les uns et les autres que quand nous parlons argent, le gouvernement met énormément d'argent dans le secteur de l'éducation. Je vous l'assure, le matériel roulant au profit des directions régionales et des inspections, la gratuité des frais d'inscription, la gratuité des frais de scolarité, ce sont les enfants des enseignants aussi qui bénéficient de toutes ces initiatives. Donc nous devrions avoir de la mesure au-delà de nos revendications qui ne tombent pas sous le coup de la loi, mais nous devrions rester fidèles à la manière et à l'art de revendiquer et surtout aux droits en vigueur. D'accord. Alors, monsieur le ministre, je reste avec vous. C'est vrai que nous avons parlé d'un accord à 6 points, mais disons que le point relevé peut-être par beaucoup, c'est le côté, disons, pécunier, on va dire. C'est le point 3, la prime de bonification, 5 milliards sur 5 ans. Bon, monsieur le ministre, en clair ou en simple, ça donne quoi concrètement? Alors, je crois que sur les 5 milliards au titre de la gratification, le gouvernement, de concert avec les acteurs du système éducatif, nous avons décidé d'aller à 3 coups. Il y a une partie réservée aux enseignants fonctionnaires, il y a une partie aux enseignants volontaires et une partie réservée aux confessionnels. Et je crois qu'il faut sortir de ces calculs d'apothicaires communistes, réduisant le débat à des répartitions 1500, 1000 francs. Mais quand on parle de gratification par extension des primes, n'oublions pas tous les efforts consentis par le gouvernement en faveur des enseignants. Personne ne considère que cette gratification vient clôturer les revendications salariales. Mais il y a des enjeux aujourd'hui, il y a des priorités qui sont au cœur du renouveau du système éducatif, raison pour laquelle, parallèlement à la gratification, à la trêve sociale, et il n'y a pas mort d'homme et le gouvernement n'a aucunement envie d'oblitérer ou de mettre un terme au droit de grève, contrairement à ce qu'on entend par ici et là. Le dialogue continue, mais il nous faut du temps pour remettre notre système à flot. Monsieur Kanitom, alors, concernant ce point 3, justement, c'est vrai que quand on dit 5 milliards sur 5 ans, bon, c'est vrai que tout le monde a fait waouh, c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui, monsieur le ministre. Mais dans les coulisses, les gens vous disent, quand on fait les calculs, bon, on se retrouve avec rien du tout. C'est vrai, monsieur Kanitom? Bon, moi, je ne vais pas aller dans cette interprétation. Ce que je peux vous dire, quand syndicalement, on va à une table de négociation, à l'issue de la négociation, nous, on veut avoir un avantage. On veut acquérir une amélioration, quelque chose qui s'ajoute. Et c'est la somme de tout ce qui va s'ajouter qui donne la densité de ce que vous avez. Et cette fois-ci, nous sommes allés sur plusieurs années, aujourd'hui, avec l'assistance de la présence qualitative de tous ceux dont je vous ai cité, nous sommes arrivés à avoir encore quelque chose, si minimum que soit. C'est que c'est un gain. Hein, ça participe au relèvement, à l'amélioration. Maintenant, pourquoi nous avons dit que nous arrêtons pour observer ce protocole d'entente, ce mémorandum d'entente, c'est parce que, je vous dis, qu'on pouvait ne pas faire confiance aux employeurs parce que ils sont opposés, à eux qu'on s'oppose. Oui. Mais nous avons, par exemple, les centrales syndicales, nous avons les parents d'élèves et nous avons les confessions qui, avec toutes leurs valeurs ajoutées, nous ont démontré qu'à l'époque où nous étions, c'est ce que nous pouvions avoir. Nous avons saisi cela à la volée. Et maintenant, je vous ai dit, nous sommes sur le terrain du travail. Il y a les négociations, les discussions qui continuent. Et si le Togo améliorait ces choses, ces finances dans un an, nous reviendrons. Ah. Et aujourd'hui, nous avons vu on a mis en place un comité de suivi, d'évaluation. Il y a un comité d'arbitrage qui est là. Nous avons toutes les références pour pouvoir revenir. Hein. Donc, je me dis que les enseignants doivent comprendre que pour l'heure, et avec tous les conseils et les orientations que nous avons eues, c'est ce que nous pouvions avoir. Et nous saisissons de ça en attendant.
D'accord. Alors, est-ce qu'on nous dise qu'on peut encore nous ajouter? Nous, on est là, on prend. bon, le ministre est là, il vous dira peut-être après si... Le gouvernement est très réaliste et avance à pas feutrés et suivant ses marges budgétaires. D'accord. Alors, monsieur le ministre, justement, le 10 mars dernier, votre collègue, le ministre Bawara, a justement dit que ce mémorandum ne vient pas occulter toutes les préoccupations, toutes les difficultés du secteur éducatif. Alors, comment imaginez-vous le secteur éducatif en défi et perspective? Est-ce qu'on peut espérer une amélioration ou on est toujours dans une approche politicienne? Écoutez, le gouvernement politique, il ne peut en aucun cas faire l'économie de la politique dans la gestion du secteur de l'éducation, tout en faisant de la place à la technocratie. Et aujourd'hui, les défis sont énormes pour le secteur de l'éducation. D'abord, la question de nos salles de classe est un impératif et nous ne pourrions pas déroger. Et au-delà de ces constructions de salles de classe qui restent une priorité, nos écoles s'effondrent et nous devons réagir. D'accord. La qualité de l'enseignement. Qui peut être enseignant? Qui doit être enseignant? C'est une question qui doit être aujourd'hui résolue. Et non pas que le Togo n'aura plus besoin des enseignants volontaires, mais il faut réduire drastiquement la catégorie des enseignants volontaires et basculer en des enseignants fonctionnaires mieux formés et plus compétitif. Voilà, ce n'est pas des secrets de polichinelle, il faut qu'on se dise des vérités et pour pouvoir se projeter. Nous devrions améliorer l'encadrement de nos enseignants, ce que nous faisons avec bonheur aujourd'hui par le recrutement des élèves inspecteurs et élèves conseillers. Et je crois que tout ceci s'inscrit dans le mélioratif. Le gouvernement a annoncé pour l'année 2022 le recrutement de 3000 enseignants. C'est déjà de nouveau un saut qualitatif par rapport à 2020 où c'était 2500 enseignants. Mais cette année, nous basculons à 3250 enseignants en projet. Donc voilà des actes qui démontrent la volonté et la détermination du gouvernement de faire de l'école le socle de notre développement, surtout dans une conjoncture assez difficile. Nous avons une crise sanitaire qui n'est pas finie. Nous avons une crise sécuritaire qui menace les États côtiers. Puis vous avez le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui aura naturellement des incidences économiques sur le panier de la ménagère au Togo. Il faut que le gouvernement soit à la tâche. Et il y a d'autres priorités dans notre pays. Et je vous dis une fois encore, le gouvernement adore les enseignants, puisque, à diplôme d'ailleurs égal, l'enseignant est mieux classé. Alors, il y a des actes qui démontrent cet attachement à l'éducation et nous devions avancer. Et nous n'avons pas peur de réussir ce challenge. D'accord, mais monsieur le ministre, lorsque vous dites que on adore les enseignants, nous, aux autres fonctionnaires des autres secteurs, nous allons réfléchir quand même. Le gouvernement est équilibriste, le gouvernement n'oublie personne, mais le gouvernement chouchoute ses enseignants. Ce n'est pas un crime de lèse-majesté puisque vous avez des enfants, vous avez des neveux, vous avez des cousins, cousines. Il faut qu'ils soient bien formés pour être la relève de demain. Bon. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Kanitom. C'est nous qui produisons le capital humain dont se sert le gouvernement pour développer Vous avez été à l'école? Mais monsieur le ministre, normalement, naturellement, on était à l'école. Soyez fiers des enseignants. D'accord. Alors, mais mon père, moi, je reviens à vous. C'est vrai que le ministre a parlé, donc a évoqué les défis. Mais vous, en tant qu'éducateur également, quels sont les défis à relever dans le secteur éducatif aujourd'hui? Les défis sont énormes. Monsieur le ministre a une fois dit que si rien n'est fait, nous allons former que des bras cassés. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Moi, je dis souvent ce que je pense. On n'est pas là pour raconter des histoires aux téléspectateurs. Nous sommes des responsables. Je vois que nous avons de la vision et qu'il y a des objectifs. Et je souhaite que le gouvernement et le leadership, ce n'est pas pour flatter monsieur le ministre qui est sur le plateau, mais que le leadership de monsieur le ministre et le gouvernement puissent continuer. Qu'on ne soit pas des gens qui disent qu'ils ne font pas.
Parce que si aujourd'hui nous sommes arrivés à ce niveau de crise, c'est qu'on a eu l'impression qu'on a affaire à une autorité qui quelquefois va dire et ne va pas faire. Alors aujourd'hui, un défi important, c'est justement les infrastructures. Il est inadmissible que l'on puisse, moi je ne parle pas d'école catholique, hein, je parle d'école en général, parce que l'enseignement confessionnel n'est pas là pour faire du business. Nous sommes là en partenariat avec le gouvernement pour former des citoyens de qualité capables de relever les défis d'aujourd'hui et de demain et de challenger avec d'autres Africains et d'autres personnes dans l'humanité. Donc, je crois qu'il est difficile de continuer à former des citoyens de demain, non, des citoyens d'aujourd'hui et des responsables de demain, vraiment sous les arbres, où des gens doivent écrire sur des briques. Je pense qu'il faut mettre fin à ça. Et c'est d'ailleurs un élément important que le mémorandum assume. Il faut progressivement, on ne va pas faire des miracles, mais il faudrait que le gouvernement persévère et que nous puissions faire nos apports pour que le cadre de travail et le cadre d'apprentissage s'améliore. Il faut aussi, et c'est un défi qui est assumé par le mémorandum, que l'éducation de qualité puisse être maintenue. Et pour ça, il faut des enseignants qui puissent être à la hauteur. Et tout ce qui se fait déjà pour que le personnel d'encadrement soit renouvelé et étoffé, et qu'au niveau même des différentes réformes, nous puissions arriver à faire des sauts qualitatifs, je pense que c'est des choses à encourager. Et en dehors de tout cela, c'est tout ce qui se trame en termes de partenariat pour que tout ce qui est lié aux résultats puisse aussi être amélioré. Et l'autre élément, c'est que les parents puissent être rassurés quand ils envoient leur progéniture à l'école. C'est toujours un souci pour un parent d'apprendre que voilà, ils sont en grève. Oui. Et le temps d'apprentissage écourté ne met pas non plus les parents en confiance. Donc je pense que ce mémorandum assume aussi ce défi de rassurer les parents, de dire que l'école de la nation peut former désormais et progressivement pas des citoyens aux bras cassés, mais des citoyens qui ont vraiment des bras pour relever les défis. D'accord. Alors, Madame Lawson, c'est vrai que vous avez participé justement à ce processus. C'est sûr que vous avez insisté justement sur ces différents défis à relever. Alors, est-ce que vous pouvez, en plus de tout ce qui a été dit, nous rappeler peut-être vous, à votre niveau, ce que vous pensez qu'on peut mieux faire ou qu'on peut améliorer dans le système éducatif aujourd'hui? Merci beaucoup. Je crois mes autres camarades, s'ils te permettent que je les appelle comme ça, ont déjà beaucoup dit. Si, vous êtes d'abord travailleur avant d'être... Vous êtes travailleur, monsieur le ministre, donc... Non syndiqué. Donc, non syndiqué peut-être, mais donc vous pouvez être appelé camarade. Salut camarade. Camarade travailleur. On y va. Donc, on a déjà beaucoup discouru sur la question, mais pour que ce mémorandum réussisse, nous trouvons qu'à la STT qu'on doit encore incorporer encore plus l'élément enseignant. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, il y a le camarade Kanitom qui vient de le dire, et il y a des camarades qui ne comprennent pas l'esprit même de ce mémorandum et pourquoi ça a été fait ainsi. Parce que l'enseignant considère que quand il fait une revendication, ça ne doit être concentré que sur la rémunération. On ne devrait pas aller dans d'autres proportions que le problème des enjeux, les classes et autres, c'est une affaire du gouvernement. Mais quand on fait une réclamation qui va vers le gouvernement et qu'on appelle les acteurs à une négociation, ça ne doit que se concentrer autour de la rémunération. Mais je viens de le dire, que seule la rémunération, à l'épreuve, ne met pas à l'aise même le travailleur qui le perçoit. Parce que tout autour, l'environnement, les conditions de travail aussi jouent beaucoup. C'est ça qui a poussé notre comité, depuis le protocole d'accord d'ailleurs, à pouvoir faire montre de tous ces enjeux, ces défis qui restent à relever dans le monde pour que l'enseignant, au finish, puisse se sentir à l'aise et être fier de ce qu'il fait, donner le meilleur de lui-même. Donc, moi, je crois qu'à ce niveau-ci, il faut encore inclure encore un peu plus l'élément enseignant, c'est-à-dire aller vers eux
expliquer. Ce n'est pas des normes, je ne sais pas comment je vais l'appeler, je ne veux pas dire des mots qui ne sont pas courtois. Et ce n'est pas des réglementations vraiment à l'emporte-pièce qu'on pourra le mettre faire, parce que quelqu'un qui ne comprend rien et qui a quelque chose en lui à dire et qu'on l'empêche de le dire, ça finit par exploser. Donc, il aurait mieux valu, au lieu qu'on cherche à réglementer coûte que coûte les mouvements, de pouvoir les appeler et les faire adhérer à cet esprit du mémorandum. Il faut qu'ils arrivent à comprendre que, quel que soit ce qui est mis dans ce mémorandum, c'est toujours pour leur propre bien à l'issue. Parce que si on ne faisait que la rémunération tout le temps, on finirait par les mettre dans un îlot d'insécurité plutôt que de les aider à aller plus de l'avant et donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc moi, je trouve qu'à la STT, nous trouvons qu'au lieu d'aller en réglementation, on aurait pu les associer, les faire comprendre, les faire adhérer à la chose au lieu de... Parce que, qu'est-ce qui se passe? Au pire, les réglementations actuelles sont encore en train d'aller sur les libertés syndicales. C'est ce qui se passe. Merci. D'accord. Oui, monsieur le ministre. Alors, je voudrais gentiment répondre à la camarade Nadou. Oui. On n'est pas dans une société de bisounours. Il faut se garder de tout angélisme quand nous abordons la problématique éducative. Et le gouvernement, la doctrine du gouvernement reste l'ouverture et le dialogue. Et nous sommes disposés à échanger avec tous les acteurs qui veulent que le système évolue, que le système change. Mais ce n'est pas à coup de chantage, ce n'est pas à coup d'invective et d'illogisme par rapport aux enjeux qui sont les nôtres. Donc, si vous voulez, vous êtes bien outillés, donc le gouvernement vous enverra vers nos grands agitateurs pour que vous puissiez leur permettre de se familiariser avec les tests. Et j'ai toujours dit que toute société dans laquelle les libertés, même syndicales, ne sont pas conciliées avec l'ordre, cette société n'a pas de démocratie. Et nous devrions tout faire pour préserver l'état de droit. Et la démocratie dans notre pays, oui au dialogue, et oui à la réglementation et au droit, parce que sans droit, c'est une société d'anarchie. Et nous devons incarner la République de cette manière. Et vous disiez, ils ne sont pas en dehors du gouvernement. Le gouvernement, c'est vous, c'est moi, c'est les autres. Alors faisons en sorte que le Togo gagne. Et je vous dis une fois encore que nous sommes assez ouverts pour échanger, dialoguer avec tous les acteurs du système éducatif. D'accord, mais nous n'allons pas faire également le dialogue sur ce plateau quand même, madame. Oui, monsieur le ministre a dit certaines choses, je voudrais quand même... Bon, très rapidement, pour qu'on revienne au défi du secteur éducatif. Moi, nous, à la STT, nous ne sommes pas contre la réglementation. Mais il ne faut pas que la réglementation empiète sur les droits et les libertés. C'est juste ça. Parce qu'à la lui où les choses se sont passées maintenant, jusqu'à ces réglementations dernières, il y a des éléments. Je ne dis pas que tout le décret ou bien l'arrêté interministériel n'avait pas de fondement. Mais il y a des éléments dedans qui empiètent sur les libertés. C'est d'elles que nous parlons. Donc il vaudrait mieux qu'on en arrive là, parce qu'on a compris. On a compris, je ne sais pas, l'empressement du gouvernement à faire en sorte que la trêve s'impose. La trêve, en général, chez nous, syndicalistes, elle ne s'impose pas. Elle s'acquiert par l'apaisement des acteurs à avoir accepté et à accepter la condition dans laquelle ils sont et à accompagner le processus. C'est ça qu'on appelle paix sociale, en fait. Nous apaiserons les acteurs, mais disons-nous des vérités. Il faut que la pagaille cesse pour qu'on puisse s'apesantir sur les vrais enjeux. Et je peux vous rassurer, Madame Nadou, que les enseignants seront au cœur de ce que nous faisons. Et je sais compter sur votre engagement, votre détermination à les ramener à la vérité pour que le Togo gagne. Le Togo va gagner. Tout à fait. Juste prendre l'humain au milieu de tout ce qu'on fait. Tout à fait. Alors, nous allons poursuivre ce débat justement pour revenir au défi du secteur éducatif. Et tout à l'heure, justement, vous avez parlé de cette trêve-là. Monsieur Kanitom, moi, je voudrais plutôt insister sur ce côté-là parce que c'est l'autre point, disons le point 4 du mémorandum. On a préconisé une trêve sociale selon les termes. Mais est-ce que cela voudra dire pour nous, parents d'élèves, que bon, nos enfants n'auront plus à subir des perturbations, les années scolaires seront normales, fluides. Monsieur Kanitom.
Oui, Comment comprendre la trêve sociale? Oui, c'est la trêve sociale qui figure dans le mémorandum d'entente est notre part de sacrifice pour laisser les choses évoluer par rapport à la description de la situation. La part de sacrifice des enseignants. Des enseignants qui nous a été présentée. Et nous disons que si ça pouvait vraiment, dans l'esprit dans lequel ça a été évoqué, permettre à l'État de pouvoir trouver les moyens de mobiliser beaucoup de ressources, de pouvoir renforcer ses capacités et ses possibilités et nous accompagner, ce serait bien. Donc, nous ne pouvons pas aussi dire que dans cette logique, ça peut s'entendre qu'il n'y aura pas de contestation. D'ailleurs, sur le terrain, aujourd'hui, il y a certains qui lancent des mots qui ne sont pas avec nous et qui nous contestent également. J'allais même, je levais la main tout le temps pour dire après l'intervention de Mme Nadou que l'État également ne doit pas seulement se limiter à la formation académique ou pédagogique des enseignants, mais il y a aussi la formation, l'éducation ouvrière qui manque et qui constitue un élément, un socle pour permettre aux enseignants de comprendre effectivement leur rôle sur le terrain et comment ils doivent poser des problèmes. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu, par exemple, les membres de la centrale qui nous ont orientés, nous aussi, nous étions dans cette logique. Voilà. Donc, si nous ne voulons pas que la trêve-là soit interprétée autrement, il faut concomitamment ou bien parallèlement mettre cette éducation ouvrière en place. Et nous avons beaucoup d'éminentes personnes qui se connaissent dans le domaine. Je pense que ça peut également aller. Nous avons également dit que le mémorandum d'entente n'empêche pas les conflits de travail. Et n'empêche pas, il peut toujours avoir des conflits de travail, parce que le monde évolue. Oui, parce que M. Kanitom, quand on a évoqué la trêve sociale, les parents d'élèves se sont dit « Ah, tant mieux, il n'y aura plus... » Justement, quand je dis qu'il y a conflit, ça ne veut pas dire que ça va appeler immédiatement aux grèves. Parce que d'ailleurs, l'éducation ouvrière nous dit que la grève n'est amorcée qu'à un moment donné où vous ne vous entendez pas à la table de négociation. Et j'ai salué également qu'il y ait cette table de négociation multidimensionnelle qui associe les enseignants avec leur employeur et qui l'élargit à d'autres personnes qui sont les comités de suivi et d'évaluation. Donc, quand un conflit naîtra, nous reviendrons à la table de négociation. Et heureusement que cette table de négociation se prête bien. Le ministre lui-même a dit que le gouvernement est ouvert au dialogue. Et tant que le dialogue social est là et que nous allons poser le problème, vous verrez que les choses vont aller très bien et que la trêve sociale ira à sa fin. Donc, le souhait, c'est qu'il n'y ait pas de conflit. Alors, monsieur le ministre, alors, tout à l'heure, c'est vrai que Mme Nadou, Mme Lawson l'évoquait, justement, vous avez pris des textes forts. Est-ce qu'il faudrait comprendre que la grève est interdite dans le secteur de l'éducation? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Madame Lawson, le ministre. Monsieur le ministre. C'est ce que j'ai cru lire entre les lignes. Bon, vous avez cru lire, mais monsieur le ministre, expliquez-nous, voilà, pour qu'on comprenne, pour que Madame Nadou ne croit plus lire, en fait. Alors, je voudrais rassurer Madame Nadou que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Et c'est ce que le gouvernement essaie de faire en toute responsabilité, en dotant la République du dispositif conséquent. Il y a eu un test sur notamment le Code du travail, qui doit avoir des décrets d'application. Donc, le décret d'application, un des décrets d'application se rapporte donc à la représentativité syndicale et à l'exercice du droit de grève. Il n'y a rien d'extraordinaire, sauf à faire du Togo un État en dehors des bonnes républiques. Or, je sais que vous voudrez que le Togo soit un modèle de démocratie. Alors, nous nous y conformons. Et l'arrêté interministériel sur la déontologie et l'éthique dans le secteur de l'éducation arrive à point nommé. Et je le dis, ce que nous avons voulu faire en substance, c'est autour de 3 clés. Bienveillance, liberté et responsabilité. Qui propose mieux? Alors, je crois que c'est de nouveau des interprétations restrictive, biaisée de considérer que le gouvernement voudrait définitivement interdire la grève. Non, pas du tout, parce que vous avez des démocrates qui sont au gouvernement.
en comptant en premier lieu le président de la République. Donc, il n'y a pas lieu d'oblitérer le droit de grève. Mais dans quelles conditions faire la grève maintenant, monsieur le ministre? Écoutez, les conditions sont déjà définies. Je vous renvoie ou je vous enverrai volontiers le décret en son article 11 qui énumère les conditions dans lesquelles la grève est déclenchée. Et vous savez, la grève, c'est l'arme des faibles. Et je ne sais même pas pourquoi nous nous excitons sur la grève. C'est elle qui a puisque heureux celles et ceux qui se parlent et échangent et dialoguent. C'est ce que je vous propose de nouveau ici. Et continuons par nous fréquenter et à échanger des idées. Et sincèrement, nous ne distinguerons pas la paix qui est la guerre des idées. Monsieur Kanitom, oui. Pourquoi vous me sautez, moi? Non, madame, je reviens à vous tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Monsieur Kanitom. Le père est là et il a ses valeurs religieuses qui nous permettent de comprendre un certain nombre de choses. Vous voyez, nous, syndicalistes, nous n'avons pas tellement de choses... nous ne nous affolons pas devant les textes. Ah bon, vous n'avez pas de problème avec Non, nous ne nous affolons pas devant les textes parce qu'il y a des situations qui imposent certains nombres de conduites. Et je le disais tout de suite, monsieur le ministre sait qu'il est en train de nous pousser vers la digitalisation des écoles. Si aujourd'hui, il s'impose que nous puissions lui demander de nous accompagner, par exemple, à avoir un minimum pour avoir l'Internet, pour préparer nos cours en ligne, et que nous venons à la table. Si nous comprenons, nous allons faire le travail. Si nous ne nous comprenons pas et que nous voulons vraiment faire le travail sans matériel, nous serons obligés de hausser un peu le ton. C'est ce que nous disons, que dans le système, heureusement qu'il y a des possibilités de dialogue. Et à chaque dialogue, il a dit que c'est la bonne foi ici qui va s'imposer. Si tout ce que nous disons, chacun respecte sa partition et joue bien le rôle, mais nous allons avancer. Mais si, c'est pourquoi je parlais de conflit de travail. Le conflit de travail naît à partir du moment où d'autres situations, de nouvelles situations se présentent qui n'étaient pas prévues et qui nécessitent qu'on en tienne compte. Et quand on en tient compte, où est le problème? Là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes devant un mémorandum d'entente parce que nous avons parlé. Le gouvernement nous a écoutés. Le gouvernement a parlé, on a écouté. Ensemble, vous avez trouvé nous avons consulté les personnes ressources qui sont là, qui nous ont dit, ah, effectivement, ceci et cela, ceci et cela. Nous avons accordé notre violon et nous parlons aujourd'hui d'un même temps. D'accord. Alors, Madame Nalou. Merci beaucoup. Et je ne veux pas paraître celle qui ne veut pas dialoguer parce que nous avons toujours opté pour le dialogue parce que c'est en cause de ça qu'en 2015, quand le gouvernement nous a proposé, venez continuer votre plateforme de la STT à la table du dialogue social, on a opté pour cela. La coordination d'alors, il y avait pas mal de camarades de base qui n'étaient pas d'accord avec nous pour qu'on puisse aller à cette table de négociation. Et nous leur avons répondu que si nous n'allons pas à la table de négociation, même à l'issue des grèves, il faut toujours aller à la table de négociation pour obtenir les choses. Si on est arrivé à une étape et qu'aujourd'hui nous devons continuer, nous pouvons continuer à la table de négociation. Mais, tel que le père l'a dit, c'est ce qui a poussé les camarades à continuer à faire les grèves aujourd'hui, c'est que quand on vous dit les choses obtenues à la table de négociation ne sont pas toujours appliquées, surtout en temps et en heure, quand on nous donne des dates. Nous, les syndicalistes, les travailleurs, c'est comme ça nous sommes. Quand vous voulez nous donner ceci à telle date, à la date précise, nous sommes là debout devant vous en train d'attendre que vous l'exécutez. Quand vous ne l'avez pas, la meilleure des choses à faire, c'est qu'à l'avance, de pouvoir commencer par alerter, appeler et expliquer la raison pour laquelle et redonner les choses. Mais quand vous ne le faites pas et qu'on attend à ce que la chose soit exécutée, vous ne le faites pas, ce n'est pas par des réglementations, je suis désolé, mais ce n'est pas par des réglementations drastiques qu'il faudrait, on peut mettre fin à cela. Le camarade Kanitom l'a dit, il y a l'éducation ouvrière qui fait vraiment défaut dans notre pays aujourd'hui. On ne sait pas à quel moment il faut continuer à faire une grève, à quel moment il faut s'arrêter, à quel moment il faut aller à la table. Et quand les gens le disent, c'est celui qui a dit, il est acheté, vendu, chié. Pardon pour le gros mot, mais c'est ce qui se dit.
Mais en réalité, en déontologie syndicale, il y a la manière dont les choses se font. Il nous suffit seulement de l'apprendre aux camarades. Ce n'est pas par des tests drastiques qui donnent maintenant l'impression qu'on muselle totalement le monde syndical qu'il va falloir le faire. Parce que ça sera toujours interprété de cette manière, parce que c'est comme ça que ça va s'appliquer. Je suis désolé. Alors, je vous ai dit, ce sont toujours des lectures très sélectives et biaisées. Mais, M. Kanitom, vous nous aviez soumis un projet de formation ouvrière venant de toutes les fédérations. Je vous ai répondu par l'affirmative. Vous voyez, donc, nous jouons sur tous les tableaux. Mais oui à la réglementation, oui au dialogue et oui à la société qui réussit. Voilà ce que le gouvernement propose. La confiance ne se présume pas, elle s'accorde. Donc, accordons-nous mutuellement confiance et nous réussirons ensemble. Monsieur le ministre, avant que vous le donniez, Monsieur le ministre également, le mémorandum d'entente aujourd'hui, si nous voulons l'adhésion de tout un chacun, je pense que ça ouvre droit maintenant à ce que vous avez promis pour la gratification exceptionnelle, soit connu des finances et que ça se traduise en billets dans les poches de nos camarades. Le gouvernement a la tâche et les choses vont s'accélérer. Parce que la question aujourd'hui, c'est la formation ouvrière, elle aura lieu sur toutes les Ça avait été promis pour janvier. Vous savez, nous n'allons pas remettre une table de négociation on va sur faire du rétropédalage pour rattraper. Nous n'allons pas remettre une table de négociation. Ça a été promis pour sur cette janvier. table. Oui. Si on signe le 10 mars et que ce n'est pas encore donné, vous voyez que les gens ne peuvent avoir confiance. Madame, vous avez travaillé aux finances. Totalement. Pendant 40 ans. Oui, bon, donc tout à fait. Donc, nous allons déjà continuer le débat. Et puis après, Monsieur le ministre, après l'émission, nous allons poursuivre les négociations. Alors, mon père, très rapidement. Mon père, vous, votre... Mais moi, je voudrais très humblement que nous puissions mettre le Togo, son présent et son avenir au centre. On ne peut pas jouer avec nos enfants. Et là, je crois que la question de la confiance exige aussi que de la part du gouvernement, qu'on ne donne pas l'impression qu'on parle, on décide, on use de ruse. Je crois que la confiance, pour aller loin, suppose que le gouvernement soit proactif. Déjà, ce qui se fait dans ce sens, félicitations, mais il faut davantage pour que, entre le gouvernement et nous, citoyens, la question de la confiance s'installe davantage. Qu'on n'ait pas l'impression que, bon, voilà, c'est des gens qui vont ruser avec nous, donc on doit être ferme, on doit être vigilant. Voilà, il faut être regardant. Et je pense que notre histoire est telle que nous ne pouvons pas voiler le fait que, entre nous gouvernés et nos gouvernants, il y a comme une crise de confiance. Il y a comme si on n'arrive pas toujours à s'entendre sur l'essentiel. Donc, pour moi, ce mémorandum, c'est une occasion, je l'ai appelé un document patriotique. C'est une occasion pour chaque Togolais de se dire, au moins sur le terrain de l'éducation, nous voulons faire du sérieux. Et que dans 2 ans, dans 3 ans, la période de trêve, on va observer un saut qualitatif à différents niveaux. Et ça, c'est un défi, c'est un challenge que chacun doit vraiment prendre très au sérieux, qu'on soit au gouvernement ou qu'on soit acteur de l'éducation, parents d'élèves ou autres. Le deuxième élément qui me semble très important, c'est toute la culture de la construction. Je pense qu'on ne peut pas se lever et en quelques minutes construire des édifices d'un certain niveau. Ça va s'écrouler. Donc, osons aussi utiliser un peu de patience. Et je sais qu'en le disant, peut-être certains vont dire qu'est-ce que le gouvernement a pu donner au père Afognon pour qu'il vienne raconter ça. Mais j'estime que, humainement parlant, pour construire du durable, il faut un peu de temps. Donc, que nous tous, nous puissions nous mobiliser autour d'une vision assez claire et que ce document semble présenter. Et la dernière chose que je voudrais quand même exprimer, c'est que nous ayons une approche globale. Le document est clair là-dessus et qu'on ne puisse pas interpréter ce temps de trêve de la part du gouvernement comme un moment pour respirer un peu et dire nous avons gagné. Mais que aussi nous les acteurs, nous ne puissions pas interpréter ce temps de trêve comme un moment de faiblesse. Mais qu'on puisse dire nous donnons la main pour relever un secteur important de la nation
qui est le présent et l'avenir de nos enfants. Je pense que quand nous partons comme ça, on peut créer un partenariat solide, depuis le chef de l'État jusqu'au dernier citoyen, pour que même si dans notre pays, on puisse dire il y a crise partout, qu'on arrive à dire, au moins dans l'éducation, quelque chose de fait, quelque chose se fait, et qui peut devenir une forme de paradigme pour les autres secteurs. Et je pense que c'est le sens profond qu'on peut donner à ce document. Donc chacun doit faire l'effort de ne pas être une personne qui parle, mais une personne qui agit conformément à ce qui a été planifié, pour que la ruse cède le pas plutôt à des actions en vue d'un Togo debout, un Togo capable vraiment de challenger avec les autres pays, avec la sous-région, avec l'Afrique, avec le monde. Et je pense que c'est en cela que nous serons fiers d'être Togolais et des Togolaises. Merci beaucoup, mon père, pour ces propos. Alors, monsieur le ministre, très rapidement, nous allons aborder peut-être ce projet-là également de Fonds national de soutien à l'éducation. Alors, de quoi sera-t-il question? C'est vrai que c'est un projet, mais déjà, vous pouvez nous dire au moins de quoi il s'agira. Alors, les ambitions sont grandes et assez titanesques. Et il faut cette chaîne de solidarité à laquelle le père Afonio faisait allusion. Et l'idée d'un Fonds national de soutien à l'éducation devrait faire de l'éducation une question citoyenne. Et moi, je l'ai toujours dit, quand l'école va, tout va. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de chantiers en perspective. Le préscolaire aujourd'hui n'est pas au point ni à point. Quand nous prenons le primaire, à sortir du primaire sans savoir ni lire, ni écrire, doit nous interpeller, puisque nous avons des zones d'éducation prioritaire à créer pour que l'école soit le creuset de l'égalité de tous nos enfants. Nous parlons aujourd'hui de la filière scientifique dans le secondaire 2 qui s'affaisse. Il nous faut aller vers des lycées scientifiques, non pas exclusivement Lomé à Kara, mais déjà dans les régions éducatives du Togo et après dans les préfectures. Tout ceci demande de l'argent. Si nous devons continuer, pas créer davantage de cantines, si nous devons assurer la santé de nos enfants, si nous devons recruter des enseignants, je peux vous assurer que au-delà de ce que l'État fera et ce que l'État entend faire, il faut cette chaîne d'union pour porter l'école. Et aujourd'hui, le challenge dont il est question, ce n'est plus entre Togolais, mais nous devons challenger des concurrents de nos voisins et de toute la terre. Donc, redonnons à l'école toute sa vitalité, toute sa force. Et c'est l'affaire de nous toutes et de nous tous. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Le temps a filé. Nous ne l'avons pas vu filer, justement. Mais avant de vous laisser repartir, chers invités, nous allons faire le tour de table, et peut-être avec une dernière question qui va à vous tous. Alors, monsieur Kanitom, nous allons commencer avec vous au regard de tout ce qui a été dit ce soir sur ce plateau. Quel est l'avenir pour l'école? Quel avenir pour l'école togolaise aujourd'hui, selon vous? L'avenir pour l'école togolaise, moi je me dis qu'elle est radieuse dans les jours à venir, surtout que nous avons réussi à mettre en place un cadre de dialogue qui implique des personnes de qualité qui nous orientent et qui également servent d'intermédiaire entre l'employeur et nous. Et quand notre voix devient faible, vous avez entendu le père Afonio parler tout de suite, vous avez entendu Madame Nalou parler. Nous avons tellement confiance que l'école demain se portera bien parce que nous allons aborder toutes les étapes qu'il faut pour que nous puissions monter. Donc, peut-être rassurer l'ensemble des camarades enseignants de par le Togo que le père Afonio l'a dit, un peu de confiance et d'adhésion à ce qui se fait, nous irons loin. Merci beaucoup, monsieur Kofi Kanitom. Je rappelle donc que vous êtes le coordonnateur national de la Fédération des syndicats de l'enseignement du Togo, FESET. Mon père, alors quel avenir pour l'école togolaise? Moi, je suis un homme de foi et d'espérance. L'école togolaise ne peut qu'aller de l'avant et arriver à être vraiment un lieu d'éducation intégrale
pour faire des citoyens responsables, capables de relever les défis qui nous attendent. C'est mon expérience, j'y crois. Je mets l'énergie qu'il faut et je pense que tous qui sont ici sont dans cette logique. Et avoir Monsieur le ministre avec nous, nous savons que c'est un homme de vision. En un an, nous avons vu quand même qu'il a de la vision et je pense qu'ensemble avec le gouvernement, mais aussi avec chacun d'entre nous, nous pourrons faire quelque chose de bon pour notre pays. Le Togo doit être la priorité des priorités pour nous. Nos égos, nos centres d'intérêt égoïstes, nous devons apprendre à les sacrifier pour le bien de nos enfants, le bien de tout enfant togolais. Qu'il soit dans une école confessionnelle, privée, laïque ou publique, on doit lui donner la chance de réussir sa vie et d'être fier de son pays. Quand j'entends des jeunes dire « ce pays de merde, dès que j'ai l'occasion, je vais partir », j'ai l'impression que j'ai raté quelque chose. Mon rêve, c'est que demain, le jeune Togolais puisse dire « je suis fier d'être Togolais et je veux rester ici et bâtir mon pays ». Et je pense que ce rêve, nous le partageons avec nos autorités, avec les syndicalistes, avec vous aussi, j'espère, madame, oui. Les téléspectateurs et téléspectatrices. Nous rêvons pour aller loin et nous nous donnons la main pour faire le meilleur. Que chacun fasse sa part. Merci beaucoup, Père Pierre-Marie Chanel Afognon, directeur national de l'enseignement catholique du Togo. Madame Lawson. Merci beaucoup. Et moi, le dernier mot que j'ai, c'est faire un appel à tout un acteur qui est concerné par ce mémorandum et surtout par le monde syndical. Et le rêve de la STT, c'est d'arriver à un moment donné à ce que le gouvernement, et les travailleurs, et la population, nous tous, nous puissions prendre conscience que nous sommes tous des Togolais et que nous devons mettre la main dans la main sans nous défier les uns les autres pour pouvoir arriver à construire notre pays, à pouvoir arriver à améliorer les conditions de travail et de vie de tous les travailleurs parce que les travailleurs souffrent. Nous sommes encore dans une période très dure. Maintenant, les travailleurs souffrent beaucoup, que ce soit l'administration publique, les enseignants, tout le monde, parce que la vie devient encore de plus en plus chère. Et c'est ensemble que le peuple togolais doit le faire. C'est ensemble qu'avec le gouvernement, nous devons le faire. Donc, que le gouvernement arrête à quelque part de mettre... Ce n'est pas avec des tests que ça s'obtient. Ce n'est pas avec des brimades très fortes que ça s'obtient. Ça s'obtient par le consentement de tout le peuple. Et nous sommes là pour œuvrer pour. Donc, moi, j'appelle le gouvernement à une meilleure... à un meilleur sentiment, à une meilleure acceptation de tout et chacun. Les gens vont parler, mais il faut les convaincre. Il faut que les gens soient convaincus que c'est ensemble que nous irons devant cette gaguerre qui est là aujourd'hui, cette gageure qui nous interpelle tous, cette vie chère qui nous interpelle tous et qui fait que de plus en plus, nos rémunérations deviennent des miettes. Et c'est surtout en ça que cela consiste. On pose le problème, c'est le problème du pouvoir d'achat. Donc, il faudrait que nous prenions conscience que c'est ensemble que nous devons le faire, la main dans la main. Et si le ministre de Kokoroko le veut bien, les enseignants sont prêts à aller avec lui, à condition simplement qu'il leur laisse la place et la place de la compréhension. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Nadou Lawson Olukoulé. Je rappelle donc que vous êtes coordinatrice générale de la synergie des travailleurs du Togo, CSTT. Alors, Monsieur le ministre, quel avenir pour l'école togolaise? Madame Anita, la place des enseignants, effectivement, avec le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Et je les invite à venir prendre très rapidement leur place pour qu'on puisse faire évoluer l'école togolaise. Et je peux vous assurer en mot de fin que le gouvernement reste très ouvert à l'endroit de tous les acteurs du système éducatif et surtout des enseignants avec lesquels nous réussirons ensemble cette rupture. Et je voudrais simplement vous dire que l'école change. Elle changera conformément à la politique définie par le président de la République et mise en œuvre par le gouvernement avec le soutien de tous les acteurs. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Professeur, comme l'un de dit Kokoloko, merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Voilà donc, à vous, téléspectateurs, vous avez mieux cerné le mémorandum d'entente signé entre le gouvernement et les acteurs du monde éducatif, tous donc mobilisés pour faire de l'école togolaise l'âme et l'esprit de la nation. L'école togolaise est donc appelée à aller mieux parce que lorsqu'elle va, tout va. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.